Bonjour, je vais vous présenter ici comment régler les microscopes de la plateforme, qui sont donc des microscopes inversés à fluorescence. Et il est important de connaître les deux aspects. D'une part, le microscope lui-même, ses différentes parties, son éclairage, les filtres, les condenseurs. On va voir étape par étape, parce que ce sont des éléments qui ne sont pas motorisés, qui ne sont pas contrôlés par le logiciel qu'on verra dans un deuxième temps. Et ces éléments sont modifiés par chaque utilisateur pour adapter la configuration du microscope à ses propres besoins. Donc, chacun doit savoir les remettre dans une position standard ou les modifier en fonction de ses besoins. Pour ça, le plus simple pour décrire le microscope, c'est suivre les sources de lumière et arriver jusqu'à l'échantillon. Puisque comme ça, on va voir quels sont les éléments qui vont traverser la lumière et qui peuvent modifier le fonctionnement. Donc, ces microscopes-là ont deux sources de lumière. D'une part, ce qu'on appelle la lumière blanche, qui est en fait une lampe halogène, qui est contrôlée par un voltage qu'on va voir ensuite dans le logiciel. Cette lampe se trouve dans ce boîtier noir. Au pire, ce qui peut se passer, c'est que la lampe soit cassée, qu'elle ne marche plus et qu'il faille la remplacer. À ce moment-là, il faut me le signaler et c'est moi qui m'en occupe. Cette lampe éclaire ce trajet optique et la première chose qu'on va rencontrer sur ce trajet optique, ce sont des tirettes en plastique ici qui peuvent être rentrées de deux côtés, à droite et à gauche, et qui ont des lettres pour se repérer. Dans cette configuration, toutes les tirettes sont rentrées, c'est-à-dire que les marques, comme ici par exemple GIF, sont le plus près du microscope des deux côtés. Il faut vérifier cet élément parce que par mauvaise manipulation, on peut se retrouver dans une situation qui est gênante, qui est qu'une tirette soit mise juste au milieu. Et en fait, on va avoir une ombre sur l'image qui est due à la tirette qui n'est pas complètement sortie ou rentrée. Donc, le plus simple, c'est qu'elle soit toute rentrée. Si vous avez des ombres dans l'image des lumières transmises, ça peut venir de là. C'est pour ça qu'on part de la lampe, de la source de lumière, et on suit étape par étape. L'étape suivante, ici, c'est marqué champ, parce qu'on va régler le diaphragme de champ, c'est-à-dire la taille du champ illuminé. La première élément ici va être un diaphragme ou un iris qui s'appelle le diaphragme de champ. Quand on tourne vers la droite, il est complètement ouvert et quand on tourne vers la gauche, il est complètement fermé. Les autres réglages à ce niveau-là vont venir ici à ce niveau-là, mais on ne le voit pas. Il y a un obturateur qui s'appelle le diaphragme des diascopies. Et la diascopie, c'est cette lumière blanche qu'on est en train d'étudier, puisque dia comme diapositive, elle va venir traverser l'échantillon et aller dans l'objectif du microscope. Donc dia, ça veut dire qui traverse, et dans ce microscope, c'est la lumière blanche qui vient de la lampe qui est au-dessus. Donc, on a ici un obturateur qu'on appelle le diaphragme aussi des diascopies, qui se ferme et qui s'ouvre automatiquement grâce au logiciel. Cependant, il peut y avoir des erreurs et le diaphragme, cet obturateur peut rester à moitié fermé ou à moitié ouvert. Et là aussi, vous verrez une ombre bizarre en forme de demi-lune sur l'image. En se penchant ou en touchant avec le doigt, on peut constater qu'effectivement, il est à moitié ouvert ou à moitié fermé. Dans ces cas-là, il faut jouer avec la commande du logiciel pour l'ouvrir et le fermer plusieurs fois jusqu'à ce qu'il puisse se fermer complètement. L'élément suivant, qui est ce bloc optique ici, s'appelle le bloc du condenseur, qui a comme rôle de focaliser la lumière en diascopie, la lumière blanche, vers l'échantillon et l'objectif. Donc, comme tout système de focalisation, il y a un système de mise au point, une molette de mise au point. Donc, celle-ci, c'est la molette des mises au point du bloc optique du condenseur. Quand on la tourne, on voit le bloc qui monte ou qui descend et ça va focaliser de façon différente la lumière du condenseur. On verra tout à l'heure que c'est important qu'il soit bien focalisé quand on sera en train de montrer comment on installe un échantillon.
Ensuite, ici, il y a le système de centrage d'alignement du condenseur. Ce sont ces deux grosses vis grises. Et quand on les tourne, elles vont finement déplacer le condenseur d'avant en arrière et à droite et à gauche. Théoriquement, on n'a pas à toucher, sauf si vous constatez un décentrage très important de la lumière et un problème d'éclairage. Mais je préfère qu'on me demande dans ce cas-là de vous aider à les centrer correctement. On a également un deuxième diaphragme qui s'appelle le diaphragme d'ouverture ou aperture en anglais, qui est repéré par un A en général et qui est commandé par cette tirette mécanique qui n'est pas motorisée. De la même façon que le diaphragme de champ, le diaphragme d'ouverture ou aperture, vers la droite, il est complètement ouvert et vers la gauche, il est complètement fermé. En général, on le maintient complètement ouvert. Juste en dessous se situe une tourelle circulaire qui permet d'insérer dans le trajet optique des systèmes de contraste. Dans ces microscopes, on a un seul système de contraste, que le contraste de phase. Le contraste de phase, c'est un anneau opaque qui modifie la lumière et il doit être adapté à chaque objectif. Donc il y a un anneau pour l'objectif 10 fois, un anneau pour l'objectif 20 fois, 40 et 100. Donc pour l'objectif 10 fois et 20 fois, c'est l'anneau de contraste numéro 1, PH1, qui doit être vers vous. Pour l'objectif 40, c'est l'anneau de contraste numéro 2, PH2, qui doit être vers vous. Et pour l'objectif 100, c'est l'anneau de contraste numéro 3, PH3, qui doit être vers vous. Cet élément est un élément motorisé, donc on peut le contrôler également depuis le microscope, depuis l'interface logicielle. Et il y a une position qui est repérée A, où il n'y a rien. C'est une position vide et pour laquelle le seul système de contraste est le diaphragme d'ouverture. En général, quand on le ferme, on augmente le contraste et la profondeur de champ, et quand on l'ouvre, on augmente la finesse de l'image, la résolution. Donc, si on n'a pas de système de contraste, par exemple avec un objectif 60 qui n'a pas de contraste de phase, on va se mettre plutôt en position A de hauteur et fermer légèrement en fonction du contraste dont on a besoin, le diaphragme d'ouverture. Le dernier élément, c'est la lentille du condenseur qui ne nécessite aucun réglage. La deuxième source de lumière de ce microscope est une lampe à fluorescence qui est dans ce boîtier. C'est marqué ici lampe fluo. C'est un boîtier commandé électriquement et contrairement à la lumière blanche, c'est à vous de l'éteindre ou de l'allumer en fonction de vos besoins. Si vous allez faire une expérience avec de la fluorescence, il faut le mettre en route. Là, il se met en route. Cette diode clignote parce qu'il est en train de synchroniser l'alimentation de la lampe et quand elle sera disponible, elle arrêtera de clignoter comme là. Quels sont les éléments de cette source? Il y a tout d'abord un shutter, c'est-à-dire un obturateur, comme on a vu tout à l'heure pour la lumière blanche, qui est mécanique et qui est fermé ou ouvert. Ouvert, c'est le petit rond clair, c'est-à-dire vers la gauche. Là, en général, normalement, on ne le touche jamais et personne n'est censé le toucher. Il doit toujours être ouvert, toujours vers la gauche, puisque l'obturation, elle se fera à un autre endroit commandé par le logiciel. Ce bouton marqué ND est très important parce qu'il va gérer de façon mécanique l'intensité de la lampe de fluorescence. Là, vous voyez qu'il indique la position 16. Ça veut dire que la puissance de la lampe de fluorescence a été divisée 16 fois. Donc, on est dans une situation où on a 16 fois moins d'énergie de fluorescence que la puissance nominale. Donc, ça veut dire que l'utilisateur précédent l'a mis dans la position 16 et ne l'a pas remis dans sa position d'origine, qui est la position 1, pas de changement. Il est divisé par 1. Donc moi, manuellement, je vais le mettre à 1. Le logiciel, l'acquisition des images, n'a aucun moyen de savoir dans quelle position il est. Donc vous pouvez vous retrouver dans la situation où vous avez 2 fois moins, 4 fois moins, 8 fois moins, 16 fois moins, 32 fois moins d'énergie que d'habitude sur votre manip,
vous penserez que c'est que la manip n'a pas marché, mais c'est tout simplement que ces réglages, vous ne l'avez pas vérifié. C'est votre responsabilité de le vérifier, de l'utiliser à la position qui vous convient. Pourquoi il existe? Parce que pour protéger les cellules du photoblanchiment, il est nécessaire souvent de couper une partie de l'énergie, notamment dans les expériences de time-lapse. Cette lampe est connectée à l'arrière à une fibre optique liquide qui se trouve ici et qui arrive là. Cette fibre optique est l'élément le plus fragile du microscope. Elle se casse si on la tord, si on la plie de façon trop serrée, elle va se casser et la lumière ne pourra plus passer. Donc c'est le seul élément, il faut éviter de la cogner, de la toucher parce que c'est l'élément le plus fragile du microscope. Elle rentre donc dans le microscope par cet adaptateur et traverse un élément électronique ici qui est un obturateur du même type que l'obturateur que nous avons vu pour la lumière blanche. Celui-là, il est repéré par le mot épi pour épiscopie. L'épiscopie est une lumière en réflexion, c'est-à-dire que la lumière va arriver, tout à l'heure on le verra, sur l'échantillon et repartir par le même chemin, comme une réflexion sur un miroir. C'est pour ça qu'il s'appelle épi. Cet élément est donc contrôlé électroniquement par le logiciel. Ensuite, on va traverser exactement le même type d'éléments que sur la lumière blanche, c'est-à-dire des tirettes que cette fois-ci doivent être complètement sorties en permanence. On ne les utilise jamais et je demande de ne pas les toucher. Il n'y a aucune raison de les utiliser. Donc elles doivent être toujours en position sortie comme elles sont là. De même par la dernière ici, c'est un diaphragme d'ouverture. Comme on a vu tout à l'heure, le diaphragme repéré par la lettre A. Et également, on ne l'utilise pas. Il doit être toujours dans la position la plus externe, la plus sortie possible. Et on ne doit pas le toucher. La suite du trajet des fluorescences se trouve ici. Évidemment, il y a un miroir qui permet à la lumière de tourner et d'aller vers le microscope. Là, on a le diaphragme de champ. Il est repéré par la lettre F. Et également, il doit rester ouvert en permanence. On ne le touche pas, on ne réduit pas le champ de fluorescence. Si on suit le trajet optique, on va arriver sur cet élément-là, qui est la roue de filtre de fluorescence. Chaque filtre de fluorescence est adapté à un fluorophore particulier. Sur ce microscope, on a DAPI, CYFP, GFP, YFP, Texas Red. Donc, automatiquement, le logiciel va faire tourner la roue qui se trouve ici pour insérer sur le trajet un bloc filtre, qui s'appelle le bloc filtre de fluorescence, qui comporte 3 éléments, un filtre d'excitation, un miroir dichroïque et un filtre d'émission. En fonction du cube de fluorescence qui est mis et donc du fluorophore utilisé, la lumière va être renvoyée vers l'échantillon et va éclairer les molécules fluorescentes de l'échantillon qui vont réémettre de la lumière dans une autre longueur d'onde. Et une partie de la lumière émise va repartir par l'objectif, va redescendre jusqu'au cube de fluorescence. Et cette fois-ci, au lieu de repartir vers la lampe, va repartir vers la caméra qui se trouve de l'autre côté du microscope. C'est à ça qui sert le dichroïque. C'est beaucoup plus simple parce que comme c'est le même élément optique qui est l'objectif, on n'a pas besoin de le centrer ni de faire la mise au point comme on avait dû faire avec le condenseur de la lumière blanche, qu'il fallait le centrer vis-à-vis de l'objectif et faire la mise au point de la lumière d'éclairage. Pour la fluorescence, c'est toujours plus simple parce que c'est le même bloc optique, c'est-à-dire l'objectif, qui fait l'éclairage et la récupération de la lumière. Donc il est automatiquement aligné et automatiquement mis au point. Il suffit de faire la mise au point sur l'élément. Une fois le microscope, les éclairages du microscope sont correctement réglés, ou au moins vous avez vérifié que le microscope est configuré à vos besoins, vous allez pouvoir passer à l'étape des positionnements de votre échantillon. Pour cela, on peut se faciliter le champ en basculant la colonne de la lumière transmise vers l'arrière, ce qui dégage un peu plus de place ici. C'est un système modulaire, c'est-à-dire qu'on a une série de modules différents selon comment l'échantillon
est disposé, sur quel type de support on a l'échantillon. Celui qui est installé en ce moment est un support pour des boîtes de pétri de 35 mm, comme celle-ci. Ça, ce sont des petites boîtes de 35 mm. Et je peux la placer ici et la tenir avec ces deux éléments métalliques qui vont assurer son maintien. Pour le démonter, on a besoin d'un petit tournevis plat, puisqu'il est tenu par 3 vis en plastique qui sont assez fragiles. Donc, il n'y a pas besoin de les serrer fort. Il y en a une à gauche et 2 à droite. Ça se fait à la main. Il y a juste besoin du tournevis plat pour les sortir légèrement et ensuite les dévisser à la main. Et il n'y a pas besoin de les serrer, juste de les positionner. C'est pour que l'insert pour l'échantillon ne bouge pas. Ça, c'est un premier insert. Et à l'intérieur de cet insert, il y en a un deuxième que je vais enlever. Il est tenu simplement par des ressorts. On les verra tout à l'heure. Ça, c'est donc l'insert pour boîte de pétri de 35 mm. Et le système de serrage, ce sont ces deux éléments métalliques qu'on peut pousser vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ils sont tenus par des aimants qui sont là. Si on les enlève, si on soulève ces éléments métalliques, les aimants vont tomber et on peut les perdre. Donc il faut faire très attention de plutôt pas enlever les éléments de serrage. Là, on voit donc le deuxième insert que je vais enlever aussi et on voit les ressorts qui tiennent l'insert intérieur. Pourquoi ce système? Parce que ça permet d'avoir d'autres inserts comme celui-là qui est un insert pour les lames standards des microscopes. Là encore, ce sont des aimants qui maintiennent les différents éléments mobiles et ici, c'est cette lame qui permet de la bouger vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Votre lame de microscope va être appuyée sur ces deux languettes. Donc, je vais remettre le grand insert, voilà, et l'insert pour les lames que je cale contre les ressorts au fond. J'appuie avec le pouce pour les dégager et l'insérer. Quel que soit le système, je vous conseille de passer les mains autour pour vérifier que tout est bien plat, parce que sinon vous aurez un défaut des mises au point sur les images où il y aura toujours qu'une seule partie qui sera nette. En général, c'est le plus gros problème, c'est que c'est très difficile d'obtenir une planéité parfaite de l'échantillon avec des systèmes aussi gros. Donc, je le réenlève et je vais enlever complètement le grand insert pour vous montrer l'autre système dont on dispose, qui est un système aussi en deux éléments, un grand insert et un petit insert. Et celui-là est dédié à l'utilisation des lamelles de verre directement, non pas des lames, non pas des boîtes, mais des lamelles fines, donc de 0,17 mm d'épaisseur, qu'on peut donc utiliser directement. Donc pour cela, on installe le grand insert. Il faut remettre les petites vis en plastique pour qu'ils ne bougent pas, sans les serrer, juste les mettre à la main et éventuellement finir avec le tournevis plat, mais sans serrer, parce que sinon, elle se casse. Et le deuxième élément de ce système, comme tout à l'heure, c'est celui-là, sur lequel on va venir coller la lamelle. Donc, ce sont des lamelles de 24 mm par 50 mm, des lamelles de 0,17 mm d'épaisseur et des dimensions 24 mm par 50 mm, qui viennent s'escotcher ici et s'insérer dans le grand insert. Pareil, bien touché, que tout soit bien à plat. L'avantage de ce système est qu'on peut travailler en pâte d'agar très facilement, puisqu'on met une goutte de cellule et ensuite un pâte d'agar sur la lamelle et on peut travailler. L'inconvénient, c'est que les lamelles sont flexibles, donc parfois il y a des problèmes de mise au point parce que les lamelles vont se plier et vont être collées par l'huile de l'objectif. Donc elles sont parfois trop flexibles et que si on vient les coller ici avec du scotch sur des manips longues avec du ruban adhésif, le ruban peut se décoller au bout d'un moment, peut bouger, etc. Donc c'est moins stable que le système précédent, mais ça va plus vite.